et qui on trouve, et là on voit le rôle des mémoires quand même, faut pas le nier. Pourquoi? Parce que qui on trouve, Francis Bacon, Claude Hilleret, tout le monde est capable d'aborder, enfin on a ces noms en mémoire. Par contre, si je vous dis Maurice Suard, Diagou Madou, Mamadou Sarr, Bibi Taraor, Keïka Komaka, je suis à peu près sûr que ça ne vous dit rien. Ils ont complètement disparu des mémoires. Qui sont les résistants? Qui composent cette résistance? Alors déjà, premier constat, c'est une diversité des milieux professionnels. Je vais pas, c'est juste quelques exemples, hein, parce que voilà, on trouve des ouvriers, on trouve des cheminots, on trouve des agriculteurs, famille Froger, on trouve des gendarmes, gendarme Abadi, Caron, Renouf, Marcel Simon dans le secteur, des enseignants du secondaire, Roulet, Bouvet, Marchal. On trouve aussi des instituteurs, comme Robert Poupin, voilà, instituteur à la Chapelle-Lyon, donc Pascal Sacristan, vous voyez, Raymond Adelet, instituteur à Cogné. Bon, je suis du canton de Saint-Calais à la base, donc c'est pour ça que je les ai mis en avant, parce que sinon on ne parle jamais de Saint-Calais. Donc, pas beaucoup de résistants. Certains sont aussi secrétaire de mairie. Alors, quand on est secrétaire de mairie et instituteur, je vais presque dire c'est le jackpot. Bref, on trouve aussi des dirigeants d'entreprise. J'ai parlé de Jean-Marie Lelièvre. On a des médecins, le docteur Good, Richard Grimberg. Et qu'est-ce qui engendre cette entrée en résistance? On trouve un minotier. Voilà. Qu'est-ce qui engendre cette entrée en résistance? Souvent, quand même, ce qu'on voit, c'est le poids des relations. C'est-à-dire, les relations qui, notamment, ont été tissées avant-guerre. Parce que on va se tourner vers qui pour aller vers la résistance? On va quand même se tourner vers une personne de confiance. Donc, à partir de là, personne de confiance, celle dont on est sûr avant-guerre, dont on partage l'idéologie, ça va être plus facile d'aller vers cette personne-là. C'est l'exemple type des gens qui vont former au Mans les premiers embryons de la résistance. On prend René Sortet, dans le secteur de Mamers. Il entre en contact avec Albert Roulet, qui est son ancien enseignant, directeur du collège moderne de Mamers. Là, Sortet va mettre en relation... Roulet va mettre en relation Sortet avec Adrien Perrier, qu'il connaît et qui est avocat au Mans, d'accord, qui est membre d'Autogiro, et avec Henri Lefebvre, qui est membre d'OCM. Et voilà, pof, on a un premier réseau qui va se créer, première relation. Raphaël Élysée, maire de Sablé. Donc il est vétérinaire, donc il a une bonne connaissance, il a des relations en tant que vétérinaire dans une ville moyenne et aussi travaillant avec le monde rural. Il est maire de Sablé depuis 1929, il a été révoqué par Vichy, et donc lui, eh bien, il va entrer en contact avec notamment l'abbé Panetier. On voit bien là l'importance des réseaux. On se tourne aussi vers la famille. La famille Auduc, c'est l'exemple type. Dans le lien, il y a la famille Bizot, la famille Froger. Donc, on voit là des relations professionnelles, des relations familiales. Ça, c'est le premier aspect. Si on développe cette sociologie de la résistance, on peut dire, avec des bémols, et je vais le dire après, que la résistance est plus urbaine que rurale. Alors, vous allez voir, je vais mettre des bémols. D'accord? En fait, si je prends des données statistiques, je peux m'appuyer sur quoi comme données statistiques? Je prends l'exemple du registre de la prison des Archives. Sur 561 détenus à la prison des Archives, 314 sont résistants. D'accord? Sur ces 314 résistants, 63%, donc ça c'est pour l'année 44, 63% vivent au Mans ou dans les villes moyennes du département, La Flèche, Mamers, Sablé. Ça, c'est des éléments
Voilà, ce sont les statistiques. Mais attention, il faut relativiser. Pourquoi? Parce que leur théâtre d'opération à ces gens est plus large que la ville. Donc déjà, premier point. Ensuite, il y a être arrêté, mais il y a ceux qui ne sont pas arrêtés. D'accord? Donc là, les 63%, c'est par rapport à ceux qui sont arrêtés. Et surtout, c'est que si vous regardez, il y a les gens qui sont encartés, qui sont référencés comme résistants. Mais si on prend Jacques Chénier a très bien montré sur les travaux d'Assé-le-Boine, eh bien, qu'il y a tout un réseau de relations qui se noue, qui fait que vous pouvez très bien ne pas être résistant direct, mais vous êtes au courant, vous ne parlez pas. À Mont-Saint-Jean, quand il y a eu les arrestations, il y a tout un réseau de solidarité qui s'est mis en place. Quand il y a les parachutages, vous vous doutez bien qu'un parachutage, ça passe pas quand même inaperçu. Si les Allemands sont capables de se rendre compte du parachutage qui entraîne l'arrestation du docteur Good dans la région de Château-du-Loir, la population, elle est au courant. Quand on voit le plateau, quand on arrive ici, on voit. Donc, la résistance rurale doit être augmentée par rapport à cela. D'accord ? Dire que 2 tiers urbain, 1 tiers rural, non, c'est à relativiser. Même chose concernant le genre de la résistance. La résistance est-elle masculine? Si je prends toujours mon registre de la prison des archives pour l'année 44, sur les femmes, 88% sont des hommes, 12% sont des femmes. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Mais là encore, il faut relativiser ce chiffre pour plusieurs raisons. 1, la mémoire a invisibilisé les femmes. Et quelque part, c'est une continuité de la politique des Allemands. Je m'explique. Les FTP dont j'ai parlé tout à l'heure vont être arrêtés. Ils seront fusillés des 2 groupes. Ce ne sont que des hommes. Donc, on va mettre en place une salle Pierre Guédou. D'accord? On ne parle pas de sa mère, René Guédou. Pour autant, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les Allemands ne voulaient pas un retournement de l'opinion publique. Donc, on ne veut pas fusiller une femme. Donc, à partir de là, les femmes qui ont été arrêtées et qui risquaient d'être fusillées, elles ont été classées nuit et brouillard et déportées. Cécile Bardin, qui appartient au premier groupe FTPF, a fait des actions plus graves que la majorité des fusillés du 1er juin 1943. D'accord? Elle a, caché des explosifs, elle a tapé des tracts, elle a caché les tickets de rationnement qui avaient été volés à Allonne à la mairie d'Allonne le 1er janvier 1943, pardon. Eh bien, elle fait des actes plus graves. Mais elle n'est pas jugée. Si elle avait été jugée, elle aurait été condamnée à mort. Donc, invisibilisée par rapport à cela. Également, faut bien voir, j'avais mis en photo pour justement la rendre visible, Albertine Chalumeau, qui fait partie de ce premier groupe FTPF, qui, dans sa main, là, tient la rose Ravensbrück, la rose Résurrection, qui avait été faite par ces femmes déportées à Ravensbrück et qui avaient voulu honorer la mémoire de celles qui sont décédées à Ravensbrück en faisant la création d'un rosier. Et ce rosier s'appelle le rosier Résurrection. Et donc là, elle était dans sa maison de retraite, peu de temps avant sa mort. Et c'est Yves Voisin qui m'a prêté cette photo-là. Et pareil, elle a caché les hommes. Elle a eu un rôle actif, elle va cacher plusieurs fois Pierre Corre, elle va l'héberger quand il fait ses allées et venues là, entre la région nantaise et Le Mans. Les femmes, elles ont aussi eu un rôle parce que les maris pouvaient résister, mais le fait de la résistance des maris, elles étaient présentes, d'accord, dans cette résistance. Elles n'ont pas forcément été encartées aussi. Si vous prenez, dont je reparlerai à la fin, André Dupont-Tierceau, elle dit bien que quand elle est revenue,
Elle n'a pas cherché à parler, et ce n'est qu'à partir de 1995, d'accord, quand avec Jacques, on avait fait ce petit fascicule pour la ville du Mans sur la mémoire, le retour des déportés, eh bien, qu'elle a décidé de parler et qu'elle est devenue visible. Donc, les femmes sont présentes. Donc là encore, 12%, c'est fortement à relativiser. D'une façon générale, évaluer le nombre précis de résistants, c'est de l'ordre de mission impossible. Si on prend les travaux de Bénédicte Vergès-Chaignon, elle obtient 0,8% des Français résistants. Jacques Chénier, lui, pour la Sarthe, obtient 0,7%. Donc il est dans les chiffres. Mais, et on est tout à fait d'accord tous les deux là-dessus, parce qu'avec Jacques, des fois, c'est très intéressant, on est tout à fait d'accord là-dessus, c'est que 0,7%, en fait, ça correspond, c'est 1500 personnes, c'est les 1500 encartés officiels pour résistance. C'est-à-dire que dedans, il y a plein de choses que ça ne prend pas en compte. Tous ceux qui sont restés des anonymes de la résistance, qui n'ont pas été affiliés, justement, définition trop restrictive, à un réseau. On revient au début de mon introduction, où je vous parlais de cette définition restrictive. Quelques exemples. Alors, Gabriel Legras. Les travaux de Gabriel... une dame dont je suis désolé, Sylvie Chevalier, excusez-moi, qui habite le secteur d'Aubigné-Racan. Sylvie a permis de travailler sur Gabriel Legras, cette institutrice qui a des idées communistes, va distribuer des tracts, elle est arrêtée dans sa classe, elle n'est pas encartée, elle a été longtemps oubliée des mémoires. Les travaux de Sylvie Chevalier ont permis de remettre au goût du jour Gabriel Legras. Les justes, je voyais un panneau, et très bien, sur justement la question des justes. Toutes ces femmes, des hommes aussi, mais surtout des femmes, qui ont joué un rôle fondamental dans le fait de cacher des enfants juifs dans la Sarthe. Si vous prenez Jeanne Chéreau, institutrice et secrétaire de mairie à Saint-Martin-des-Monts, eh bien, elle fournit des faux papiers, elle fournit des cartes de rationnement qui permettent, là, de sauver ces enfants. Donc des exemples comme cela. Un autre exemple, Paul Mauger, il est instituteur à Champagné. Eh bien, Paul Mauger, il fournit des faux papiers à 2 réfractaires au STO. Les 2 réfractaires sont arrêtés, ils parlent, Paul Mauger est arrêté et condamné par le tribunal militaire de la fête commandant tour 755 et déporté. Au LUD, manifestation des jeunes du LUD contre le STO. Ces jeunes du LUD, ici vous avez Georges Letielleux, lors d'une fois une exposition, une exposition aux archives départementales, eh bien Georges Letielleux fait partie de ces gens qui ont été arrêtés. D'accord ? Ils étaient 17 à être arrêtés, d'où 13 ont été déportés. Et ceux qui sont en caractère gras ne sont pas revenus de déportation. Ils ont été déportés notamment dans le cadre de l'opération Écume de mer, dont je vais parler tout à l'heure. Alors, on voit bien là que tout de suite, ça augmente le nombre de résistants. Je vais prendre un dernier exemple concernant les justes. J'ai enseigné pendant quelques années à Vibray, et à Vibray, vous aviez Lavarée. À Lavarée, il y a eu plus d'une douzaine d'enfants qui ont été cachés. Ben, vous vous doutez bien que si une douzaine d'enfants ont été cachés à Lavarée, la population n'était, même s'il y avait beaucoup d'allées et venues à cette époque, entre les réfugiés, enfin voilà, mais quand même 12 enfants qui ont été intégrés dans l'école, il y a une certaine part de connivence de la population. Dans d'autres villages, ils ont été dénoncés. Il y a eu des lettres de dénonciation par des maires. On en voit, hein. Ils ont été dénoncés. Mais à Lavarée, ils n'ont pas été dénoncés. Donc ça veut dire que, vous voyez, vous avez une forme de résistance passive, là, qui tout de suite augmente nos effectifs. Et j'aurais tendance à dire, je rejoins les chiffres d'Olivier Wevorka, qui lui dit qu'il y a à peu près 4% de la population française qui a été résistante. Donc de 0,8, on passe à 4%.
C'est un peu plus important. C'est pas non plus, voilà, mais c'est plus important. Ça, ce sont les chiffres. Alors maintenant, pour terminer, résister, c'est prendre des risques et c'est forcément être victime des répressions. Les acteurs des répressions sont particulièrement nombreux. Si vous voyez ici, c'est les statistiques que j'ai faites à partir des déportés, donc des déportés de la Sarthe. Alors attention, petite chose, c'est l'ensemble des déportés. Un déporté n'est pas nécessairement un résistant. Ça, il faut bien avoir ça à l'esprit. D'accord ? Voilà, faut vraiment avoir ça à l'esprit, je tiens à le dire, parce que on l'a longtemps dit dans les mémoires, et ça a brouillé les pistes. D'accord ? Et là, ce ne sont que les déportés de répression, pas les déportés de persécution, donc pas les 278 juifs qui ont été déportés depuis la Sarthe. Mais dans les déportés de répression, il n'y a pas que des déportés, que des résistants. Et c'est vraiment important de le dire. Alors, là, on voit les différentes forces. Le SIPO-SD, dans sa grande majorité, c'est vrai, donc la fameuse Gestapo, mais c'est qu'une section, la Feldgendarmerie, l'Abwehr, bref, l'ensemble des services allemands ont participé aux répressions et les services français. D'accord ? Si on fait un petit mot, pas pour chacun, ça va être trop compliqué, l'opération Porto, dont j'ai parlé tout à l'heure, réseau Hector, c'est mené par l'Abwehr, les services secrets allemands, et pour la Sarthe, c'est mené par la Geheimfeldpolizei, la police secrète de campagne, en 1941, GFP. Si vous prenez les communistes, l'ensemble des communistes, c'est uniquement les forces de police françaises. D'accord ? Uniquement. Et d'ailleurs, les Allemands avaient laissé ce secteur aux Français parce qu'ils connaissaient parfaitement et beaucoup mieux qu'eux les communistes. Et en fait, à chaque fois, ce qui se passait, c'est que les enquêtes, les arrestations menées par les services répressifs français, et une fois que tout est ficelé, on transfère aux Allemands qui, là, déportent ou jugent. Dans les Allemands, le tribunal militaire, important comme organe de... Voilà, le chef de la GFP, Geheimfeldpolizei, qui devient ensuite chef du SIPO-SD, donc la fameuse Gestapo. Magdalena Schwab, qui est interprète à la GFP et qui participe aux interrogatoires. Un autre, Otto Janke, second du SIPO-SD, qui est le tortionnaire. Voilà, quand on a des témoignages, c'est le tortionnaire. Bon, je l'ai mis vite fait parce que voilà, je sens qu'il faut que j'accélère. On a ici la salle de torture de la prison des archives. Donc ça, c'est la cheminée de cette salle et la photo est prise encore là récemment. Au niveau des condamnations à mort, pour la Sarthe, d'accord, il y a, donc ça c'est l'ensemble des fusillés. Donc ça ce sont mes travaux, vraiment ma recherche, moi elle porte plutôt là-dessus. L'ensemble des fusillés pour la Sarthe. Si on prend, en 1940, on a un fusillé condamné à mort, enfin un condamné à mort fusillé, le Cointre, peut-être que c'est le premier résistant de la Sarthe, on ne sait pas. Ça, voilà, on pourrait revenir si vous avez des questions. Les 42, aucun ne sont résistants, ce ne sont que des gens qui détenaient un fusil de chasse ou des histoires d'armes, rien en rapport avec la résistance, mais qui n'ont pas remis les armes et qui ont été dénoncés, voilà, rien à voir avec la résistance. Par contre, en 1943, ce sont les fusillés du 1er juin 1943. D'accord ? Ce qui est intéressant de voir là, fusillé le 1er, le procès avait eu lieu le 26 et 27 mai. Ce qui veut dire que la répression judiciaire permettait de faire appel. Encore. La répression judiciaire allemande. Ceux du 16 mai, eh bien, les 5 sont condamnés le jour même. Au-delà de la condamnation à mort, les Allemands ont décidé d'externaliser la procédure judiciaire. C'est ce qu'on appelle les nuits et brouillards.
D'accord? Là encore, les résistants, certes, mais beaucoup des nuits et brouillards, c'est de la détention d'armes sans intention du tout de résister. Ce sont des gens qui ont le fusil au fond du grenier, qui n'ont pas voulu le remettre parce qu'il était à papy, et qui ont été dénoncés. Les femmes souvent dénoncées. Pas que. Si on prend les 699 déportés de répression que j'ai identifiés pour la Sarthe, on voit bien l'augmentation très nette de la répression en 1943, d'accord, deuxième semestre 1943, et 1944, une nette inflation pour ces années-là. Mais voilà pour l'ensemble, 18 des 40, aucun ne sont résistants. Ceux de 40, ce sont que des Espagnols, républicains, engagés dans l'armée française, arrêtés à Sablé, tous déportés à Mauthausen. Et le CIPO-SD, eh bien, il opère par, je dirais, à part ponctuellement, mais sinon, il opère par vaste coup de filet. Là, quelques exemples, 28 octobre 1943, opération du CIPO-SD, j'ai pris celui-là au hasard, Hercule Leiterman, 27 arrestations, dont 7 femmes. 23-26 décembre, réseau Sacristan, 16 arrestations, dont 3 femmes. Et ainsi de suite. On voit à chaque fois que ce sont des vagues d'arrestations. Alors, ce qui favorise le fait que ce soit des vagues d'arrestations, et j'aurais presque terminé, c'est que être résistant, c'est mener une double vie, et c'est pas facile. Et donc, eh bien, vous avez des résistants qui, malheureusement, parce qu'ils ne sont pas habitués, c'est pas un jugement, commettent des erreurs. Je vais prendre juste quelques exemples comme erreurs. Le 20 février 1944, le juge d'instruction Couret du Parc est arrêté alors qu'il arrive au Mans pour son travail. Il habite Angers, il arrive au Mans. Sur lui, les Allemands découvrent son agenda. À partir de là, le lendemain, ils vont chez Pierre Renoir, dit la truite, qui est un membre important du réseau, et ils découvrent toute la liste des membres de l'AS. Tout le monde est arrêté. Seul Claude Niox va échapper à l'arrestation. On a des erreurs comme ça. Dutilleul, si on prend l'arrestation de Maurice Dutilleul, en fait, le 1er octobre 1943, eh bien, l'arrestation de Dutilleul, le 1er octobre 1943, entraîne l'arrestation d'Armand Tuvache et de Michel Despriec. Vous voyez, c'est vraiment cela, parce que Dutilleul, pour le coup, il parle. Voilà. Après, on ne peut pas lui reprocher. Voilà, il parle. Il est brutalisé, il parle, il ne se retourne pas. On peut parler de retournement. Il y a un autre exemple qui est dans la Sarthe très connu. Tout à l'heure, on parlait justement, Bellafaf, le problème du démantèlement, parce que ça va démanteler totalement la résistance dans la Sarthe, ces arrestations massives. La preuve du démantèlement. Émile Genet, ça vous dit quelque chose? Instituteur à Maraîcher. Il intègre l'armée secrète en mai 1944. Suite aux opérations, il n'y a plus personne. Claude Niox, d'accord, en fait par l'intermédiaire d'André Champion, directeur d'école, qui le connaît, le présente à Claude Niox. Conséquence, le 13 juin, Claude Niox lui annonce que Londres a décidé de nommer Genet chef départemental de l'AS, d'accord, de l'armée secrète. C'est un agent du CIPO-SD, notre Émile Genet. Et la conséquence, c'est qu'à Ardennais, en forêt d'Ardennais, les membres importants de la résistance dans l'Ouest, il y a une réunion qui est prévue, et tous sont arrêtés. Et pour donner le change, Émile Genet est interné, et il est sur le registre de la prison des archives au nom de Genesto Emilio, libéré par Palzer quelques jours après. Mais quelques jours après. Vous voyez? Et on a tout cela. Et il sera fusillé à la Libération. Et la répression va durer jusqu'au dernier moment, puisque Le Mans est libéré le 8, et le dernier transport parti du Mans, c'est le 7 août. Et là, vous avez la liste des gens qui sont partis du Mans, et dedans, vous avez Camille Delétang. Et Camille Delétang qui continuera à résister
en Caen et fera des dessins. S'il y a bien quelque chose à faire, là je m'engage, pour le coup je donne mon opinion, c'est que André Dupont-Tierceau a lancé un appel pour faire de la prison des archives un lieu de mémoire. Je pense qu'il faut relayer cet appel parce que c'est vraiment un lieu emblématique de l'histoire militaire de la France, de la Sarthe, 1871, guerre 14-18, lieu de prison des archives. Et à mon sens, même si je suis dans le comité scientifique, ça a plus de sens de faire de la prison des archives l'historial des 3 guerres du département de la Sarthe plutôt que le blocos rue Chanzy. Même si je suis dans le comité scientifique et que le conseil départemental me paye pour être dans le comité scientifique. Mais voilà, là, c'est la casquette de président de la FMD qui me fait dire ça. Voilà, j'ai terminé.